Bonsoir et bienvenue à cette conférence COVID et vaccins. Quelles sont les prochaines étapes et à quoi s'attendre? Vous êtes près de 146 personnes à vous joindre à nous ce soir pour cet événement virtuel. Alors, merci beaucoup d'être des nôtres. Je me présente Sylvain Lassarte-Gagnon du réseau des diplômés et des donateurs. Je serai votre animateur pour la soirée. Avec l'arrivée des nouveaux vaccins contre la COVID et le déploiement d'une nouvelle campagne de vaccination qui débutera dans les prochains jours là, pour les personnes de 85 ans et plus, entre autres, plusieurs questions peuvent surgir quant aux défis entourant cette nouvelle campagne sans précédent. C'est donc dans cette optique que nous vous proposons de discuter ce soir des étapes dans le développement du vaccin, des enjeux et des défis et de l'efficacité concernant la campagne de vaccination en cours et des raisons qui amènent une partie de la population à hésiter et à remettre en doute le vaccin. Donc, sans plus attendre, j'aimerais vous présenter nos 3 conférencières pour la soirée. On a un panel entièrement féminin ce soir. Alors, tout d'abord, Rachel Rouleau, diplômée de pharmacie de l'Université de Montréal. Vous êtes pharmacienne et chef adjointe au département de pharmacie du CIUS de la capitale nationale, premier centre à avoir reçu et administré le vaccin contre la COVID au Québec. Vous êtes fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec et avez reçu le prix Innovation de l'OPQ en 2018 et le prix Louis Hébert, la plus haute distinction de l'Ordre, en 2020. Alors, bienvenue parmi nous. Nous avons aussi avec nous ce soir la docteure Nima Machouf, diplômée de l'Université de Montréal en sciences infirmières et santé publique et spécialiste en santé internationale et maladies infectieuses. Vous êtes épidémiologiste à la clinique de médecine urbaine du Quartier Latin, chargé d'enseignement au département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique à l'Université de Montréal. Alors, un grand merci d'être des nôtres. Et nous accueillons finalement ce soir aussi avec nous Laurence Monet. Vous êtes docteur en histoire, diplômé de l'Université Paris 7 et professeur titulaire au département d'histoire de l'Université de Montréal. Vous êtes membre de la Société royale du Canada, directrice du CETAS, le Centre d'études asiatiques de la Faculté des arts et sciences de l'Université de Montréal et également directrice scientifique des presses de l'UDM et historienne de la santé, spécialiste en Asie du Sud-Est et du Québec. Alors, à tous les 3, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette conférence. Avant de commencer, j'aimerais mentionner aux participants qu'il est possible de soumettre dès maintenant vos questions via le module questions-réponses en bas de votre écran, identifié Q et R. Nous répondrons aux questions en fin de soirée. Et je vais commencer avec une première question pour Madame Rouleau. Donc, en fait, pouvez-vous nous expliquer dans un premier temps comment fonctionne à la base le vaccin contre la COVID et pourquoi une double dose est nécessaire dans le cas de ce vaccin? Très bonne question, M. Lassarte-Gagnon. En fait, le principe de la vaccination, pour le résumer simplement, c'est comme si on tendait un leurre à notre système immunitaire on lui tend un leurre pour qu'il développe une défense contre le pathogène en question, évidemment, contre lequel on se fait vacciner. Évidemment, ce leurre-là, donc ce petit piège-là, doit être assez spécifique au pathogène ou au virus, un petit peu comme quand on va à la pêche. Hein. Si on veut attraper de la truite, on est mieux avec un bon leurre pour bien attraper ce poisson. Si on y va de façon un petit peu plus précise, là, comme par exemple dans le cas de la COVID, j'imagine que c'est ce qui intéresse beaucoup les gens, ce leurre-là doit faire partie du virus puis doit être évidemment inoffensif. Celui qui est le plus couramment utilisé là, dans l'ensemble des vaccins qu'on a présentement, c'est celui qu'on appelle la protéine spike, donc la fameuse protéine spike, qui est ce qui donne l'aspect en couronne rouge là, au virus, pour ceux qui ont déjà vu là, des images là, du coronavirus. Donc, c'est cette protéine-là qu'on essaie de faire reconnaître par notre système immunitaire pour faire en sorte que celui-ci développe des anticorps qui, la prochaine fois qu'ils vont le rencontrer, cette protéine-là, ils seront en mesure de se défendre. Et évidemment, dans le cas du coronavirus, on ne partait pas de zéro. Hein. Il faut comprendre que ce n'est pas la première fois qu'on rencontre des coronavirus. Dans cette décennie-là. D'ailleurs, on a juste à se rappeler au syndrome, au SRAS ou à d'autres événements. C'était donc le même genre de virus là, qui était impliqué.
Comment fonctionnent les vaccins? Maintenant, si on y va de façon un petit peu plus précise, on a 2 principaux types de vaccins dans le contexte de la COVID-19 et dans la majorité des cas de vaccination. Donc, on a des virus qu'on appelle des vaccins à virus atténués, donc des vaccins complets, des virus qui sont complets et le virus en tant que tel a été atténué ou inactivé. Et on va utiliser ce virus-là comme un cheval de Troie, en fait. On va cacher quelque chose à l'intérieur de ce virus-là qui va ressembler au virus ou à la bactérie ou à la maladie qu'on veut combattre. Donc, dans le cas des virus contre la COVID-19, on utilise un adénovirus, par exemple, dans lequel on va cacher quelque chose qui ressemble à la protéine spike et notre corps va quand même la détecter et développer la recette pour développer des anticorps contre cette protéine. Donc, ça, c'est un premier type de vaccin, donc des virus entiers, vivants, atténués ou inactivés. Et le deuxième type de vaccin qu'on a, ce sont ce qu'on appelle des vaccins à virus fragmentés. Donc là, on n'a pas l'entièreté du virus, on a juste un petit bout du virus en tant que tel. Et c'est ce petit bout-là qui va nous servir de l'or ou qui va faire en sorte que notre corps, on est bien fait quand même, que notre corps va produire, va détecter les gènes ou les particules virales ou l'ARN, par exemple, dans le cas de certains virus, et il va fabriquer lui-même le leur, puis là, il va se dire, oh, ça, c'est pas une protéine habituelle, donc il va développer des anticorps par rapport à ça. Dans le cas de la COVID-19, entre autres, on a tous ces types de vaccins-là qui existent. En fait, celui, pour les gens qui connaissent les vaccins qui risquent d'être commercialisés, on en a un qui est de la compagnie de l'Université d'Oxford, conjointement développé avec la compagnie AstraZeneca. Donc, ce vaccin-là est un vaccin à virus entier, un adénovirus de chimpanzé qui est à l'intérieur. Et ceux à virus fragmenté, on en a 2 présentement qui sont commercialisés au Canada. C'est les 2 seuls finalement qu'on a. Donc, c'est celui de Pfizer-BioNTech et celui de Moderna, qui sont commercialisés avec donc seulement une partie, si on veut, du virus, qui est l'ARN, donc la recette pour fabriquer de la protéine spike. On pourrait évidemment élaborer longuement sur le fonctionnement des vaccins. Puis il y a plein d'autres types aussi de vaccins qui risquent d'être commercialisés, particulièrement dans le cas de la COVID. Mais je vous dirais que la majorité vont ressembler à ces 2 types de fonctionnement-là. Donc, soit un virus entier dans lequel qu'on utilise comme cheval de Troie puis qu'on insère quelque chose, ou encore juste un virus fragmenté qui va de toute façon créer un leurre chez nous puis stimuler notre système immunitaire à se défendre. Vous aviez une sous-question finalement à même votre question, donc comment fonctionnent les virus et pourquoi une double dose est-elle nécessaire, hein, si je me rappelle bien. Oui. C'est aussi une très bonne question, puis en fait, la double dose est peut-être pas toujours nécessaire. En fait, ce qui va faire qu'on va donner des doses supplémentaires va dépendre d'un ensemble de facteurs, entre autres le pourcentage d'efficacité du vaccin ou de la première dose versus les bienfaits qu'apporte la deuxième dose, va correspondre aussi parfois au respect du nombre de doses qu'on a donné. Donc, il y a un ensemble de facteurs qu'on va prendre en compte et aussi la durée d'immunité que va nous procurer les doses de vaccin. Donc, si la première dose, c'est très, très court, puis qu'on ajoute une deuxième, puis qu'on double ou qu'on triple, peut-être qu'on sera tenté d'aller vers une deuxième dose. D'ailleurs, au Canada, les 2 vaccins qu'on a présentement sont des vaccins pour lesquels le fabricant recommande de donner 2 doses, mais éventuellement, on sait très bien que des demandes de commercialisation de vaccins en attente, dont entre autres celui de Johnson & Johnson, qui est un vaccin qui a juste une dose. On parle beaucoup aussi en ce moment des nouveaux variants parce que de la COVID, là, on en parlait cette semaine d'ailleurs avec le variant britannique, entre autres, là, qui fait, je pense, une percée au Québec. Et qu'est-ce qui crée ces mutations au niveau du virus? Est-ce qu'on doit s'inquiéter des nouveaux variants? Parce qu'il y en a plusieurs, on a donc le brésilien, britannique, il y en a quelques-uns qui ont fait, on a eu des éclosions un peu partout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait s'inquiéter? Est-ce que le vaccin qu'on a ou qu'on offre actuellement peut être efficace contre ces nouveaux variants-là? C'est aussi des excellentes questions. On n'a peut-être pas toutes les réponses à l'ensemble de ces questions-là, mais il y a certains éléments, évidemment, qu'on connaît.
Le premier, c'est que d'où viennent ces variants-là? Là? Ben, la réponse à ça, c'est que le coronavirus, comme la majorité des virus, subit des mutations. D'ailleurs, dans le cas du coronavirus, des recherches quand même assez récentes semblent nous dire qu'il y a probablement une mutation à chaque 10 jours que subit le virus en tant que tel. Évidemment, juste un petit changement, c'est habituellement pas catastrophique. C'est quand il commence à y avoir plusieurs mutations ou plusieurs variations que là, ça peut devenir plus complexe. Et l'autre élément aussi, c'est que évidemment, ces mutations-là vont faire en sorte, c'est comme l'évolution naturelle en fait. Le vaccin va changer, le virus va changer, et si la mutation fait en sorte que le virus devient plus virulent ou se transmet plus facilement, bien, ça risque d'être ce virus-là, qui est un petit peu changé, qui va prendre le marché viral, si on veut, là, ou qui va prendre la place, versus l'autre, qui est un petit peu moins performant. Un petit peu comme on le voit dans l'évolution naturelle de toutes les espèces, probablement l'humain compris dans tout ça. D'ailleurs, le variant britannique a probablement, selon les études, là, 17 mutations qui ont été favorisées par différentes circonstances, et ça a donné le variant britannique qui est un petit peu plus contagieux que le coronavirus traditionnel qu'on connaît. L'autre élément, est-ce qu'on doit s'inquiéter de tout ça? C'est une bonne question. Je pense qu'on, sans nécessairement s'inquiéter outre mesure, je pense qu'on doit rester vigilant par rapport à ces différents vaccins-là. Je pense qu'on doit les suivre aussi. C'est d'ailleurs ce que font nos autorités de la santé, particulièrement avec l'INSPQ. D'ailleurs, je voyais qu'aujourd'hui, ils ont même développé une nouvelle page pour suivre ces variants-là, donc celui britannique, celui d'Afrique du Sud, celui du Brésil, etc. Donc, c'est clair qu'ils vont suivre tout ça. Et deux facteurs principaux vont jouer un rôle dans l'apparition de certaines problématiques par rapport à ces variants-là. Le premier, c'est qu'ils peuvent être évidemment plus contagieux. C'est ce qu'on semble voir avec celui qui est britannique. Et l'autre, c'est qu'ils pourraient être un peu moins sensibles aux vaccins qu'on a actuellement. Et donc, cet élément-là nous inquiéterait un petit peu plus. Mais présentement, je pense qu'on manque de données solides pour établir là, avec précision est-ce que ces variants-là ont eu un impact sur la sensibilité du virus par rapport au vaccin qu'on a. Il est encore tôt, je pense que je comprends qu'il est encore tôt pour faire des projections sur les variants qu'on voit. Puis ce qu'on vit est vraiment sans précédent en ce moment, c'est exceptionnel comme crise. Et j'aimerais poser une question à Mme Mashouf, en fait, parce que la campagne qu'on va déployer, en fait, la campagne de vaccination, nous amène à revoir, en fait, complètement notre manière de faire. On n'a jamais vécu ça, je pense. Donc, c'est quoi un peu les défis logistiques qu'on va devoir affronter au niveau de la campagne qui s'en vient pour vacciner le Québec? Je pense que votre micro... C'est toujours comme ça quand ça commence. Yep. En général, pour une campagne de vaccination de masse, les défis sont énormes. Il y a beaucoup de défis pour l'organisation d'une grande foire au vaccin au niveau de la logistique. Il faut avoir les produits à temps, il faut avoir les ressources humaines disponibles, il faut avoir fait au préalable toute la publicité nécessaire pour que la clientèle soit au rendez-vous. Il faut faire de la surveillance après le vaccin, tout ça. Donc, c'est énorme comme défi que ça peut causer une campagne de vaccination de masse. Mais dans le cas particulier de la COVID, c'est encore pire parce que en plus de tout ça, c'est une vraie course contre la montre. Et surtout que toute la planète entière veut avoir le vaccin en même temps. Tout le monde, on est sur le même pied d'égalité et le virus étant présent partout, tout le monde va avoir accès au vaccin. Donc, c'est un défi additionnel. La production devient à ce moment-là un défi majeur. On parle d'un nouveau virus, on parle d'un nouveau vaccin, des nouveaux vaccins, on parle de 2 doses, donc ça ajoute à la complexité de toute l'organisation de la campagne. Il faut continuer à bien tracer les gens et tout ça, savoir qui a pris quoi et quand. Et
Et comme ça vient d'être mentionné, il y a les variants aussi qui menacent l'efficacité des vaccins. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, les vaccins qu'on a nous procurent aussi une immunité contre les nouveaux variants, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans 4 mois, dans 6 mois. Alors, ça aussi, c'est une source d'inquiétude et un nouveau défi. En plus, nous, on ne produit pas de vaccins, donc on est tributaire des compagnies pharmaceutiques et des pays où ces produits sont fabriqués. Alors, le protectionnisme de certains pays qui disent non, moi, OK, la compagnie, elle fabrique chez moi, mais elle va avant tout servir à ma population avant de commencer à livrer la marchandise à ceux qui l'ont commandée ailleurs. Donc, il y a ce défi aussi qui s'ajoute en plus à la complexité d'une campagne de vaccination de masse ordinaire. Est-ce qu'on doit craindre peut-être des retards? Tu sais, vous parlez on ne produit pas de vaccin chez nous, c'est une crise mondiale, donc tout le monde a besoin du vaccin, le veut. Est-ce qu'on doit craindre peut-être des problèmes au niveau des retards, au niveau de l'approvisionnement des vaccins? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, on en a déjà eu, je pense? Oui, on l'a vécu. On l'a vécu, mais donc ça pourrait continuer, ça pourrait revenir encore, ça pourrait devenir un enjeu. Quelques semaines qu'on nous a déjà coupé les vivres, la rupture de stock, on n'a plus de vaccins, donc le gouvernement a dû virer sa stratégie en quelques jours pour voir, OK, qu'est-ce qu'on fait? On a un nombre limité de vaccins. On ne sait pas combien de vaccins on va avoir. La compagnie, elle dit, oui, moi, je suis en train de faire des agrandissements pour augmenter ma capacité de production et finalement, je vais vous livrer tout ce que je vous ai promis. Mais quand est-ce qu'on va les avoir? On n'a aucune assurance pour l'instant. Alors, c'est un défi majeur. Qu'est-ce que ça va causer? On ne le sait pas. Il y a beaucoup d'inconnus dans cette question-là parce que plus il y a du retard, le fabricant nous a assuré que son vaccin, par exemple, prenons celui de Pfizer, il nous a assuré que son vaccin est efficace à 94% à condition qu'on le donne une première dose à tant de quantité de vaccin avec une seconde dose qui la suit 3 semaines plus tard ou 4 semaines plus tard. Donc ça, c'est la recette du fabricant. Maintenant, avec les imprévus qui nous sont tombés dessus, on prend un écart par rapport à ce qui est commandé par le fabricant. Donc, ce qui va se passer, on s'en va un peu vers l'inconnu. Est-ce que la deuxième dose, plus elle est retardée, est-ce qu'elle va être efficace? Peut-être que oui. Et probablement que oui, elle va être aussi efficace. Mais jusqu'à quand on peut retarder? Ça, il n'y a personne qui peut le dire pour l'instant. Parce que c'est un nouveau vaccin. On n'a pas d'expérience sur ce vaccin-là. Les premières doses qui ont été dispensées dans le monde, ils datent de quoi? Au mois d'octobre à peu près, ou novembre à peu près. Donc, on n'a pas de recul là-dessus. On n'a pas beaucoup d'expérience sur l'efficacité de ce vaccin. Mais par contre, il y a un événement qui s'est passé cette semaine dans l'Outaouais. Il y a eu une éclosion dans un CHSLD. Et ça, c'est une triste nouvelle, mais une bonne nouvelle en même temps. Parce que dans ce centre en particulier, dans un CHSLD en Outaouais, il y a eu une éclosion. Alors, ce centre-là, c'est un centre qui avait été vacciné. 96% de la clientèle de ce centre avait déjà été vaccinée, avait reçu sa première dose. Personne n'a reçu la deuxième dose. Ils avaient reçu leur première dose et il y a pourtant eu une éclosion. 23 usagers ont été identifiés COVID positifs. On ne sait pas combien de personnel. Ils disent en bas de 5, mais ils n'ont pas donné les chiffres. Mais l'important, c'est les usagers. 23 personnes identifiées COVID+. Ça veut dire que ces gens-là étaient vaccinés. Et ils ont quand même eu la COVID. Mais aucun de ces cas-là n'est symptomatique. Comment on a découvert cette éclosion? C'était un pur hasard. Ils ont fait une surveillance parce qu'il y a eu un signalement. On ne sait pas de quoi exactement, mais ils se sont dit on va faire un dépistage de tous les usagers, les bénéficiaires du centre d'une section, ou je pense tout le centre. Et ils ont découvert 23 personnes infectées dans une section. Et aucune de ces personnes-là n'avait des symptômes. Tandis que chez cette catégorie de personnes, normalement, durant la première vague, on se serait attendu à avoir au moins 50% de personnes avec des symptômes graves,
Mais ici, rien. Il y a eu 0 symptôme ou très, très peu. Alors, c'est déjà un bon indicateur que même avec une dose de vaccin, les personnes ont été protégées, même s'ils l'ont eu, la COVID. Mais ils ont été protégés contre les formes graves de la maladie et espérons voir contre toute gravité, parce que la maladie n'est pas finie chez ces personnes-là. Ils ont eu l'infection, mais une infection très légère, sans symptômes essentiellement. Donc, à mon avis, même avec une dose, c'est déjà un très, très bon indice de l'efficacité du vaccin. Donc, il fonctionne, le vaccin. Il fonctionne, on est un peu en zone grise au niveau de l'efficacité, mais de manière générale, on sent que, comme ce groupe que vous avez mentionné, ils ont bien réagi quand même après une dose. J'aimerais qu'on parle des restrictions, parce qu'on le vit tous en ce moment. Plusieurs personnes sont en confinement, beaucoup de gens en télétravail, on limite les déplacements, il y a des couvre-feux. Et on se demande en fait, c'est quoi le seuil minimal de vaccination qu'on doit atteindre au niveau de la population pour percevoir peut-être une réelle efficacité et peut-être espérer enfin peut-être un relâchement des mesures qu'on vit en ce moment là, du côté de la santé publique. Est-ce qu'il y a un seuil, un indicateur qui pourrait nous encourager à peut-être voir un peu moins de restrictions en ce moment? Alors, votre question est quand est-ce qu'on va s'en sortir? On pourrait dire ça comme ça. D'accord. Pour qu'un vaccin ait son effet escompté, il faut qu'il y ait un seuil minimum de personnes qui soient vaccinées. Donc, on parle d'un seuil de 85% de la population qui devrait être vaccinée pour avoir l'effet escompté. C'est un vaccin qui est à 2 doses. On n'est pas immunisé déjà après la première dose nécessairement, ou du moins pas pour les 2 premières semaines. Donc, une fois que les personnes sont vaccinées, il faut attendre un peu pour avoir un certain effet. Et on s'attend à ce qu'elles soient complètement immunes, en fait, avec une efficacité d'à peu près 94-95%, 2 semaines après avoir reçu leur 2e dose. Donc, pour relâcher les mesures, il faut attendre que ce processus soit complété. Comme ça, on va être assez confiant pour dire qu'il y a assez de gens qui sont immunisés, qui sont protégés contre la maladie, ou du moins qui sont protégés contre la forme grave de la maladie. Si la COVID devient un rhume banal, ben, on peut retourner à la vie normale. Là. On n'a jamais fermé rien à cause de l'influenza. Alors, on pourrait retourner à une vie normale. Donc, ça prend à peu près 85% de la population qui soit immunisée et on devrait attendre 2 semaines après la 2e dose de la plus grande partie de cette population pour se dire maintenant, on est confiant, on peut relâcher. Donc, c'est pas cet été. C'est pas cet été, c'est peut-être l'automne, l'hiver prochain, mais on retient 85%, ça c'est le chiffre à atteindre pour espérer un relâchement un peu, puis un retour vers la vie normale. J'aimerais qu'on revienne un peu en arrière pour qu'on parle un peu de l'histoire du vaccin, parce que, puis je vais poser la question à Mme Monet, on a réussi à éradiquer beaucoup de maladies. On a fait chuter le taux de mortalité infantile au courant du 20e siècle avec la vaccination systématique. Mais le refus, en fait, et l'hésitation d'un certain groupe de la population à se faire vacciner, ce n'est pas un phénomène nouveau. Est-ce qu'il y a des causes dans l'histoire? Qu'est-ce qui pourrait expliquer un peu cette hésitation-là face au vaccin? Parce que c'est un enjeu peut-être en ce moment pour avoir une campagne efficace. Oui, absolument, c'est un enjeu. Je pense que la première chose à dire, c'est que souvent, on dit des vaccins finalement qui sont victimes de leur succès, et que ça expliquerait pourquoi les gens sont de plus en plus hésitants. Ils ont oublié les fameuses maladies infantiles infectieuses qui tuaient des milliers d'enfants dans leur prime jeunesse au début du XXe siècle. Alors, c'est pas complètement faux, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses à tirer justement du passé et de l'histoire pour aller un petit peu plus en profondeur.
La première chose, et ça je le dis toujours, les refus comme les hésitations, ils ont toujours existé, dans le sens où dès qu'il y a eu un premier vaccin, fin 18e siècle, le vaccin antivariolique contre la variole, qui est par ailleurs, je le mentionne, la seule maladie humaine éradiquée au jour d'aujourd'hui, depuis 1980, eh bien depuis qu'il y a un vaccin, depuis qu'il y a des vaccins, il y a des refus et des hésitations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle j'insiste toujours beaucoup, et je pense que c'est crucial d'insister sur cette distinction aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas confondre refus et hésitation. Alors, le refus, c'est-à-dire le refus systématique de tous les vaccins, un refus qu'on assimile à toute forme d'hésitation sur lesquelles je vais revenir, ça touche une toute petite proportion de la population. On l'estime à peu près à 2% de la population au Québec, au Canada, en Occident, probablement dans le monde. Et c'est une proportion qui n'a pas beaucoup évolué dans les dernières décennies. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les refus sont plus importants et systématiques. En fait, non. Cette proportion de 2%, elle est très stable. Par contre, là où on a l'impression que les choses bougent, c'est sur la question d'hésitation. Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on dit hésitation? Qu'est-ce que c'est qu'être hésitant par rapport à la vaccination? Là, il faut rappeler que, et l'OMS l'a déclaré l'année dernière, il y a 2 ans presque maintenant, en 2019, c'est un petit peu prémonitoire, a déclaré que l'hésitation face à la vaccination est devenue un des 10 premiers problèmes de santé mondiale. Déjà là, déclaration quand même assez forte. Cette déclaration, c'est le résultat en fait des recherches d'un groupe de travail qui a été dirigé par une pédiatre canadienne qui s'appelle Noni MacDonald dans les années 2010 et qui a essayé de définir ce que serait ce phénomène d'hésitation face à la vaccination, s'entourant d'experts issus de toutes sortes de disciplines. Et elle en est arrivée à conclure que l'hésitation vaccinale, en fait, ça se place sur un continuum du refus total, c'est-à-dire de tous les vaccins, non, moi je suis anti-vaccination, je veux rien savoir, à l'acceptation systématique, oui, moi les vaccins, je suis pour, je veux rien savoir de plus non plus. Et ce continuum, finalement, il nous met en évidence des comportements qui sont extrêmement variés. Et pour en expliquer la variété, et on va la retrouver dans l'histoire d'ailleurs, on met de l'avant 3 types de facteurs, ce qu'on va appeler les facteurs personnels, individuels ou familiaux. Ah bah quand j'étais petite, je me suis fait piquer contre ça, j'ai eu mal, je veux plus rien savoir. Okay, c'est un exemple assez type. Ou mon enfant a été vacciné, il a fait une réaction, je suis sceptique, je suis pas sûre que je vais le faire revacciner dans le futur parce que j'ai eu peur, etc. Après, il y a un ensemble de facteurs, et je pourrais donner des exemples dans l'histoire assez récente et plus ancienne, qui sont liés au vaccin dont on parle. Hein. Quand on parle d'hésitants, en général, c'est des gens qui sélectionnent. D'accord? Donc, ils vont dire, ah bah moi, la polio, oui, je vais me faire vacciner. D'ailleurs, on parle très peu d'hésitation quand il s'agit de se faire vacciner contre la polio. Mais par contre, vacciner mon enfant contre la varicelle, non. C'est de la sélection, c'est donc de l'hésitation sur le continuum de Noni MacDonald et de son équipe. Le deuxième ensemble de facteurs donc relève des vaccins. De quels vaccins on parle? De leur toxicité, de leur efficacité, des représentations qu'on a d'eux. Je vais vous donner un autre exemple. Une des raisons pour lesquelles le vaccin contre la varicelle n'est pas forcément adopté par l'ensemble des parents, c'est parce qu'ils évaluent en coût-bénéfice. La varicelle, finalement, moi, j'ai jamais vu personne mourir de la varicelle. Alors, est-ce que ça mérite vraiment que je prenne le risque d'avoir un vaccin qui, peut-être, une fois sur 1 million, va entraîner des problèmes de santé neurologique, par exemple, quand il s'agit de mon enfant? Donc ça, c'est le deuxième ensemble de facteurs. On peut le varier à loisir. Hein. C'est vraiment dépendamment des vaccins, dépendamment des perceptions qu'on a de sa toxicité ou de son efficacité. Là, je vous renvoie à la grande controverse autour du vaccin contre la rougeole et d'Andrew Wakefield, qui avait soi-disant prouvé à la fin des années 90 que le vaccin contre la rougeole donnait l'autisme. Bon. Et donc là, on retrouve cette question du coût-bénéfice, c'est-à-dire que des parents ont entendu parler de cette étude, non, l'autisme, non, absolument pas, même s'il y a un tout petit risque, moi je ne fais pas vacciner mon enfant contre la rougeole, mais mon enfant va être vacciné contre la polio, la typhoïde, etc., etc. Ça, c'est le deuxième ensemble de facteurs. Le troisième ensemble de facteurs, c'est ce qu'on appelle les facteurs contextuels. Et là, l'historienne entre en scène. Les facteurs contextuels, c'est quoi? Dépendamment du pays où on est, de la communauté dans laquelle on s'insère, de la période dans laquelle on est, ça peut être notre rapport à l'État. Ça peut être notre rapport à l'État qui intervient en prévention, qui organise une campagne de vaccination, puis on n'est pas complètement d'accord avec la façon dont il fait ça. Ça peut être l'État qui nous coince chez nous, et là on se dit « Ah tiens, finalement, entre être coincé chez moi puis me faire vacciner, peut-être que je vais aller me faire vacciner. » Donc toute une variabilité dans la réaction qui va être liée à ces facteurs contextuels.
Je finirai en vous disant deux choses. La première, c'est que je pense que ce qui est intéressant dans ce phénomène, qui traverse l'histoire et qui traverse les espaces. On dit souvent que c'est un phénomène occidental. Pas du tout. Moi, je travaille beaucoup sur le Cambodge. J'ai fait du terrain au Cambodge. On trouve des parents, on trouve des grands-parents qui sont très sélectifs dans les vaccins qu'ils proposent pour leurs enfants. Mais ce que je trouve intéressant dans l'hésitation, c'est qu'il y a cette question de sélection. Il ne faut pas oublier, il y a 1 siècle et demi, on avait un vaccin contre la variole, point. Aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de vaccins. Ça multiplie les possibilités, peut-être les risques de sélectionner. Et l'autre chose, c'est que cette sélection, elle repose sur une réflexion individuelle et collective. Et j'insiste sur individuelle et collective. C'est-à-dire que, surtout si on revient au cas des parents, mais aussi des parents qui ont eux-mêmes des parents qui peuvent se faire vacciner contre la Covid en ce moment, ils réfléchissent. Ils réfléchissent à quelle est la meilleure façon d'éviter la maladie. Est-ce que je vais éviter la maladie ou ses complications? Ce genre de choses. Et cette réflexion préventive, je dirais, elle existe depuis des décennies parce qu'on a poussé les individus à se prendre en charge, à prendre en charge leur santé. On leur a dit, écoutez, vous savez, il faut faire de l'exercice, il faut bien manger, il ne faut pas trop boire, faites attention à vos comportements de santé, tout ira mieux. Et là, en l'occurrence, avec le vaccin, on leur dit, ah, non, a priori, c'est moi qui décide pour vous, puis le vaccin, c'est bien, alors allez-y. Et cette dissonance-là et ces sélections-là, il y a un rapport là qui est très, très intéressant et qui a probablement, là, en l'occurrence, évolué avec le temps. Donc, il y a vraiment une panoplie de raisons qui peut amener quelqu'un à hésiter. Le refus n'est pas généralisé, l'hésitation est plus présente auprès de la population, puis ça peut venir de plein de facteurs très, très diversifiés. Ça m'amène en fait parce que beaucoup de gens comparent ce qu'on vit en ce moment à la pandémie de grippe. On a fait beaucoup de parallèles avec la pandémie de grippe en 1918 et ça a emporté beaucoup de monde, de 50 à 100 millions de personnes. Est-ce que c'est une comparaison? C'est une grosse comparaison, mais est-ce que c'est une comparaison raisonnable? Dans l'imaginaire collectif, beaucoup de gens ont fait le lien entre la crise de la COVID et cette crise qu'il y a eu partout dans le monde en 18. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut comparer et dans quelle mesure? Alors, je vais vous dire oui et non. Ça, c'est une réponse typique d'historien. On dit jamais oui, on dit jamais non, on dit peut-être. Alors, la comparaison est opérante pour plusieurs raisons. D'abord, une des raisons pour lesquelles on fait ces comparaisons, c'est qu'on a besoin de se rassurer. J'ai fait beaucoup d'entrevues au début de la pandémie où on me demandait « Mais c'est moins pire que la grippe de 1918, hein ?» Alors, j'en savais rien si ça allait être moins pire. Je ne fais pas de prédiction comme historienne. Mais il y avait un besoin de dire « On a déjà connu ça et puis peut-être que ça sera moins problématique. On est plus avancé sur le plan scientifique, on aura plus d'outils. » L'autre raison pour laquelle on fait cette comparaison et on l'oublie, c'est que c'était le centenaire de la pandémie de grippe. Et donc, il y a eu beaucoup d'articles et d'images très fortes sur la pandémie que les gens ont vues. Et donc, ce rapprochement a été assez évident, alors qu'on aurait pu faire d'autres rapprochements. On aurait pu parler d'H1N1 en 2009, on aurait pu parler de la pandémie de sida. Il y a toutes sortes de pandémies sur lesquelles on aurait pu se pencher. C'est opérant aussi parce que, en fait, sous-jacente à la mise en valeur de cette pandémie, il y a eu toute une réflexion, et là, je vais sortir un mot que maintenant tout le monde connaît, mais il y a un an que personne ne connaissait, les fameux gestes barrières et la distanciation physique. Une des raisons pour lesquelles on fait ce rapprochement, c'est que la pandémie de 1918-1920 a servi de base à des analyses très très sérieuses, en particulier du CDC américain dans les années 2000, pour prévoir les futures pandémies et voir quel type de mesures on pouvait prendre en cas de pandémie inattendue, inédite, sans vaccin. La pandémie de 1918, on n'a pas de vaccin contre la grippe. Le vaccin contre la grippe, ce n'est pas avant la Deuxième Guerre mondiale, et encore. Et donc, on a mis en place des gestes barrières pour limiter la contamination. Et on est parti de l'analyse de l'efficacité de ces gestes barrières pour reproduire l'année dernière dans un certain nombre de pays. Le lien est direct. Là où la pandémie de 1918 n'est pas le meilleur exemple probablement parce que ça fait un siècle. Ça a l'air bête à dire, mais ça fait un siècle. Donc pas de vaccin, ça c'est la première chose. On n'a pas de vaccin contre les virus au début du XXe siècle. Deuxième chose, on est au sortir de la Première Guerre mondiale. La population mondiale est extrêmement affaiblie, ne serait-ce que physiquement, immunologiquement parlant. Et c'est pour ça aussi qu'on a tant de morts. On n'a pas les médias sociaux, on n'a pas la possibilité de faire du télétravail. Tous les enfants ne sont pas à l'école. La circulation des individus et des pathogènes est beaucoup plus limitée. Donc, pour toutes ces raisons-là, ce n'est pas une comparaison forcément opérante.
Mais on a quand même retenu des leçons, on pourrait dire, de la crise de 1918 et les comportements qu'on a en ce moment, les gestes barrières, la distanciation, ça vient un peu de là aussi. C'est pratiquement la même logique qu'on applique, en fait. Oui, absolument. Et je pense que c'est pour nous, collectivement, une leçon d'humilité. C'est-à-dire que on va continuer, on devrait continuer de regarder dans le passé, et parfois le passé très lointain, pour voir ce qui a été mis en place, les initiatives, pour voir si elles ont fonctionné. Vous savez, l'idée que le progrès est toujours linéaire et qu'on va toujours de l'avant, quelque part, en médecine, c'est peut-être vrai, en santé et en prévention, surtout quand on est face à des virus inédits, c'est loin d'être systématique. La preuve en est, c'est que ça fait presque 1 an qu'on est tous confinés chez soi. Effectivement. Merci beaucoup pour ces réponses. On pourrait en parler longtemps, puis au début, avec Mme Rouleau, on dit qu'on pourrait faire quasiment une conférence complète sur le vaccin et son mode de fonctionnement, puis c'est vrai, on pourrait en parler encore pendant des heures, mais on va prendre en fait déjà des questions. On a quelques questions du public qui sont rentrées, je pense. Alors, on va prendre quelques questions. Je vais juste aller voir si on a eu quelques questions. Je prendrais déjà une première question pour Mme Rouleau. En fait, le Québec offre présentement le vaccin pour Pfizer, BioNTech et Moderna. Est-ce qu'on attend l'homologation de d'autres vaccins qui sont à prévoir pour le Québec dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y aura certainement d'autres vaccins qui seront commercialisés. Petit détail, l'homologation des médicaments, tout comme des produits immunisants, c'est vraiment géré au niveau canadien. Donc, ce ne sera pas le Québec qui va décider si on a des nouveaux vaccins d'accessibles sur le marché canadien, mais vraiment le Santé Canada. Et oui, donc les 2 vaccins qu'on a présentement, c'est celui de Pfizer, BioNTech, celui de Moderna. Et on a déjà 2 dossiers en attente à Santé Canada. Donc, celui d'Oxford et d'AstraZeneca et celui de Johnson & Johnson, qu'on sait qui sont présentement en attente et qui devraient peut-être avoir des autorisations dans les prochaines semaines. Parfait. Merci beaucoup. On va prendre une question pour Mme Machouf, une question de Mounia Chenadji. Selon vous, quelle est la bonne stratégie de vaccination? Que pensez-vous de vacciner les profs en milieu scolaire en premier? Question très intéressante en ce moment, surtout qu'on est bientôt en relâche. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait prioriser un groupe? Je sais qu'on priorise beaucoup les aînés. Est-ce qu'on devrait prioriser d'autres groupes de la population au niveau de la stratégie pour la vaccination? C'est une très bonne question. L'objectif de la campagne, c'est quoi? On veut conférer une immunité et de la résistance à la population contre le virus. Puis, vu l'urgence de la situation, on veut le faire le plus rapidement possible. Et étant donné qu'on a souffert beaucoup durant la première vague, on a eu beaucoup de décès, un taux de mortalité quand même assez élevé. Donc, quand les vaccins ont pointé leur nez, le gouvernement s'est dit, il va falloir que j'établisse des priorités parce que je ne pourrais pas vacciner tout le monde en même temps parce qu'on veut aller vite. On veut aller vite, mais quand on veut aller vite, pour augmenter l'efficacité, on doit cibler les gens différemment que quand on fait une campagne de vaccination normale, comme les vaccins, les maladies habituelles des enfants et tout ça. Maintenant, on est dans une situation d'urgence. Donc, établir un ordre de priorité est très juste. Et le gouvernement devait regarder différents critères pour réduire rapidement le fardeau de la maladie, non d'une partie chez les individus qui allaient contracter la maladie, mais aussi sur le système de santé qui est débordé et qui ne peut plus continuer comme ça parce qu'on a mis tout sur attente. Tout le monde fait de la COVID, on a mis tout sur attente et il y a plein de soins qu'on n'est pas en train d'offrir pendant qu'on s'occupe de la COVID. Donc, il fallait vraiment réduire le fardeau de la maladie chez les gens et sur le système. Donc, il fallait faire des priorités. Alors, comment on établit des priorités? Le gouvernement aurait pu dire... Moi, je vais cibler ceux qui véhiculent le plus la maladie, donc ceux qui transmettent le plus la maladie,
ou ceux qui souffrent le plus de la maladie, ceux qui décèdent le plus de la maladie, ou ceux qui vont développer le plus de complications, donc avoir besoin d'hospitalisation, de soins intensifs, etc. Ils vont faire déborder le système. Donc, tous ces facteurs-là rentrent en ligne de compte. C'est pour ça que le gouvernement a décidé en premier, je vais vacciner toutes les personnes âgées. Probablement, il y avait un énorme facteur politique aussi qui rentrait là-dedans. C'est qu'on a tellement négliger les centres pour personnes âgées et on a tellement souffert de ce secteur-là que le gouvernement ne pouvait même pas se permettre de faire autre chose que de commencer la vaccination par les CHSLD. Alors, une fois que ça s'est atteint, il faut regarder qui d'autre on vaccine. Les personnels de santé, évidemment, doivent arriver en première ligne juste après les personnes âgées. Mais moi, je suis très d'accord avec la dame qui a posé la question, les professeurs. On veut que les écoles restent ouvertes à tout prix. Pour les enfants, mais pour l'économie aussi, pour que la société puisse fonctionner. En fait, la partie de la société qui est capable de fonctionner encore, il faut que les gens puissent aller travailler. Donc, il faut que les personnes qui travaillent, s'ils ont de jeunes enfants, ils ne peuvent pas les laisser à la maison tout seuls. Les adolescents, on peut les laisser à la maison se garder tout seuls, mais les jeunes enfants, il faut s'en occuper. Alors, à mon avis, une des raisons pour laquelle on veut que les écoles soient à tout prix ouvert, c'est pour permettre aux parents de travailler. Mais à ce moment-là, les professeurs sont des personnels prioritaires qui doivent arriver au même grade que le personnel de santé parce que on a vu combien d'éclosions on a vécu dans les écoles et pourtant on veut garder l'école ouverte. Et quand il y a éclosion dans une école, ça ne reste pas dans l'école, ça tâche sur la communauté, ça s'étend dans toute la communauté de l'école. Il y a les parents, il y a la fratrie, puis chacun de ces personnes-là ont des fréquentations, s'ils travaillent ou s'ils fréquentent une autre école. Donc on voit à quel point une éclosion scolaire qui commence dans une classe ou dans une école peut grandir et s'étendre dans la communauté. Donc, les professeurs, pas juste les professeurs, tout le personnel du secteur scolaire dans les écoles, pas aux commissions scolaires, là, mais dans les écoles, tout le personnel, à mon avis, est prioritaire et doivent se faire vacciner le plus tôt possible, pas attendre leur tranche d'âge. Très bon point. Je pense que le message est passé, mais je comprends aussi que c'est un choix difficile, peut-être de sélectionner quel groupe on doit prioriser à travers tout ça. On ne peut pas prioriser tous les gens. Il faut faire des choix, malheureusement. Hein. Oui, tout à fait. Sinon, tout le monde va être les premiers à être vaccinés, mais on ne peut pas faire ça. Il faut établir des priorités, la souffrance, le fardeau, etc. Je vais aller avec une question pour Mme Monet. On a parlé tantôt de l'hésitation au niveau du vaccin. On a une question anonyme. Selon vous, est-ce que la remise en doute sur l'efficacité du vaccin, c'est un phénomène qui est passager ou c'est quelque chose de récurrent qu'on risque de voir dans le futur? Est-ce qu'on va avoir une évolution à ce niveau-là au niveau du vaccin? Alors, l'efficacité ou la perception de l'efficacité d'un vaccin, d'abord et avant tout, c'est vrai que c'est un élément important dans l'hésitation. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fluctue beaucoup selon les individus et les communautés, mais ça fluctue aussi beaucoup selon les vaccins. Je vais prendre un exemple qui est un exemple assez typique, c'est le vaccin contre la grippe. On sait que la vaccination contre la grippe est l'objet d'hésitations assez larges. D'ailleurs, ça oblige de façon annuelle le gouvernement à intervenir, à promouvoir la vaccination, surtout auprès des personnes âgées. Pourquoi ? Parce que, là, c'est très réducteur ce que je dis, mais une année sur deux, le vaccin est considéré efficace à 40%, 30%, 20%, 10%. Alors qu'on a, par comparaison, des vaccins qui sont reconnus extrêmement efficaces. Je parlais tout à l'heure du vaccin contre la rougeole. C'est un vaccin qui est reconnu presque à 100% efficace. Donc voilà, il y a ces différences-là. Dans le cas de la COVID, on va bien voir, je pense qu'on est tous convaincus, quelles que soient nos disciplines, notre façon d'aborder les choses, qu'il va falloir voir dans quelle mesure, effectivement, cette efficacité qui apparaît évidente va tenir et permettre l'immunité de groupe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que c'est une immunité durable ? Ça aussi, c'est une des grandes questions à laquelle on ne peut pas répondre pour l'instant. Est-ce qu'il va falloir se faire vacciner contre la COVID tous les ans ? Ou est-ce que, alors apparemment, c'est plutôt dans cette direction-là qu'on va, ou est-ce que, comme la rougeole, on a besoin d'être vacciné 2 doses une fois
et c'est terminé. Alors, cette question de l'efficacité et donc de la possibilité du retour de la maladie sous différentes formes, c'est inévitablement quelque chose qui va jouer sur les hésitations et qui va faire fluctuer les hésitations aussi au fil des années et selon les communautés vaccinées ou non vaccinées. Donc, on va savoir prochainement si, en fait, plus le vaccin est efficace, plus l'hésitation devrait descendre peut-être un peu. Du moins l'hésitation par rapport à l'efficacité, puisque c'est un des éléments, mais d'autres gens pourraient dire, moi, il n'y a pas de problème, le vaccin, il m'apparaît efficace, mais est-ce qu'il est toxique ? Donc là, on part dans une autre direction. Je parlais tout à l'heure du rapport coût-bénéfice. Je mets en balance, est-ce que je préfère faire la Covid ? On se pose rarement la question de savoir, est-ce que je préfère que les autres aient la Covid ? Est-ce que je préfère faire la Covid ou est-ce que je préfère me faire vacciner ? Il est où le risque ? Il est où le bénéfice ? Donc cet élément-là, il pourrait très bien perdurer, même si on peut être convaincu de l'efficacité du produit. Alors, là encore, dans les dernières semaines, je pense qu'on a tous vu à quel point le vaccin semble non toxique et pas seulement efficace. Mais je veux dire, il suffirait qu'il arrive un petit accident pour que ça fasse monter l'hésitation de façon importante. Il est bien entendu que c'est pas ça que j'espère, au contraire. Mais je veux dire, il y a des tas de choses sur lesquelles on peut difficilement jouer parce qu'on est encore une fois dans des circonstances inédites, non seulement en termes de virus, mais de vaccins proposés. C'est dur à prévoir et ça dépend de la perception de chaque personne aussi, évidemment. Absolument. Une question pour Mme Rouleau, une très bonne question de Julie Gagné. Est-ce que les gens qui ont des allergies à des produits alimentaires, à des plantes, à des médicaments peuvent se faire vacciner? Et comment peuvent-ils connaître les allergènes de chaque vaccin dans ce cas-ci? C'est vraiment une belle question, oui. Oui, un brin complexe, je vous dirais, pour répondre pour l'ensemble des vaccins. Si on se concentre sur ceux pour la COVID, la question est tout à fait pertinente parce que la campagne de vaccination, puis l'histoire qu'on est en train d'écrire là, finalement, là, bien, on est en train de l'écrire. On ne savait pas tout dès le départ. Donc, dès que le vaccin est sorti, il y a eu quelques mises en garde concernant, entre autres, des allergies. Par contre, rapidement, il semble que ces mises en garde-là ont été mises de côté. Puis d'ailleurs, les recommandations provinciales ici de l'Institut national de santé publique ont été modifiées. Et c'est vraiment que si on a des allergies aux composants qui composent le vaccin, que ça devient contre-indiqué. Et les composants du vaccin sont quand même très, très simples. Particulièrement dans le cas des deux vaccins qu'on a là, c'est donc de l'ARN et un peu de lipides. C'est tout ce que contient le vaccin, puis du NaCl.9, donc de l'eau avec un petit peu de sel là, pour le diluer. Fait que c'est quand même très, très simple. Et donc, il y a peu maintenant de contre-indications allergiques, si ce n'est que d'avoir fait une réaction là, importante à un vaccin. Et donc, une allergie alimentaire à autre chose n'est pas problématique dans ce cas-ci. Donc, il n'y a pas raison de s'inquiéter de manière générale. Non. Pour les gens qui ont des allergies quelconques, on ne devrait pas s'inquiéter par rapport au vaccin. Non. Parfait. Une question pour Mme Machouf, puis on revient un peu à ce qu'on avait discuté tantôt au niveau du seuil à atteindre. En fait, une question anonyme, on nous dit pour le vaccin de l'influenza, on ne s'attend pas à ce que 85% de la population se fasse vacciner pour dire qu'il prévient l'influenza. Alors, pourquoi est-ce différent au niveau de la COVID? Oui. Chaque vaccin, chaque maladie, en fait, a sa particularité. Ça dépend beaucoup du degré de contagion de la maladie. Donc, c'est à partir de ces éléments-là que ceux qui font les prévisions pour voir quel serait le seuil minimum à atteindre pour avoir une bonne couverture collective, c'est à partir de ça qu'ils font leurs tests. Ça dépend vraiment de la nature de la maladie, de sa transmissibilité, de sa contagion, c'est ça. Donc, il y a plein de facteurs. C'est des facteurs épidémiologiques qui sont propres à la maladie, au virus et à sa façon de se répandre. Excellent. On va passer avec une question pour Mme Monet. On a senti une certaine politisation du vaccin lors des dernières élections américaines. Est-ce que c'est une nouvelle tendance? C'est vrai qu'on en a parlé beaucoup avec les élections aux États-Unis. Il y avait vraiment une prise de position. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà existé dans le passé? Alors, la politisation
pas juste des vaccins, mais des vaccinations. Je pense qu'il faut faire la différence entre le produit et la façon dont on l'utilise. C'est toujours une question politique, parce que la santé publique est une question politique, parce que la prévention des maladies relève de l'État. En l'occurrence, dans le cas des élections américaines, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, vu la façon dont le gouvernement Trump avait géré, ou plutôt pas gérer la pandémie, et en même temps la façon dont il insistait sur le fait que le vaccin allait arriver, que tout allait bien aller, etc., c'est devenu un enjeu de campagne absolument évident. Ce n'est pas la première fois. Je vais vous donner un exemple très précis qui renvoie à l'histoire du Québec. En 1976, il y a eu une épidémie de grippe porcine H1N1 qui est partie des États-Unis. Les États-Unis ont vacciné en masse. Très, très vite. Il y a une histoire de vaccination massive aux États-Unis qui est très forte. D'ailleurs, on le voit en ce moment, ils s'en sortent très, très bien. Ils font ça très vite et très bien. Et ça remonte au début du XXe siècle, avec une emphase mise sur la vaccination comme outil de prévention des maladies qui est assez intéressante. Quoi qu'il en soit, en 1976, donc, il y a un risque d'épidémie, voire de pandémie de grippe H1N1. Les États-Unis produisent en 4e vitesse du vaccin, on a déjà l'habitude de ces vaccins-là à l'époque, commence à vacciner massivement la population américaine. Et là, le Canada et le Québec se posent des questions en disant oui, mais enfin, la grippe risque de passer la frontière. Nous, on n'est pas outillés. L'histoire l'a encore bien connue. On n'a pas cette capacité de production. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète des vaccins aux États-Unis, etc. Puis là, des accidents surviennent avec le vaccin de 1976, et en particulier des syndromes de Guillain-Barré. Des accidents neurologiques. Et là, le Québec commence à se poser des questions. Le gouvernement est là, je ne suis pas trop sûr, est-ce que finalement on doit y aller, pas y aller? La presse de l'époque, la presse quotidienne, est saturée d'articles sur cette question-là. Doit-on ou ne doit-on procéder à une campagne de vaccination massive? Et les gens commencent à paniquer, commencent vraiment à être inquiets. Il y en a qui sont inquiets du fait de la maladie, du risque de la maladie, et comme je disais tout à l'heure, d'autres sont inquiets, s'il y a des accidents avec le vaccin, moi j'en veux pas. Novembre 1976, c'est les élections, la première victoire du Parti québécois au Québec. Et une des premières décisions qui va être prise par le gouvernement de M. Lévesque, c'est de stopper une campagne qui vient juste de démarrer au Québec pour lutter contre la grippe, qui en fait ne va jamais réellement se matérialiser dans la province, et d'ailleurs pas non plus à l'échelle du Canada. Mais un des premiers gestes politiques du gouvernement du Parti québécois, c'est de stopper la campagne, en disant « nous, on ne prend pas de risque pour la population, on arrête là ». Donc, c'est pas nouveau, en fait. Absolument. OK, intéressant. Une autre question, en fait, on en a plusieurs et ça rentre encore. Question pour Mme Rouleau. Pourquoi le vaccin AstraZeneca doit être administré seulement aux 64 ans et moins? Très bonne question. En effet, c'est une excellente question. Je ne sais pas d'où vient cette donnée-là de façon précise, 64 ans et moins, parce qu'au Canada, on n'a pas encore la monographie, il n'est pas officiellement approuvé. Et de mémoire, mes collègues pourront m'aider si elles ont vu autre chose, mais au UK, par exemple, là où le vaccin d'Oxford, AstraZeneca, là où il a été inventé, il n'y a pas de spécification de ce genre-là pour les 64 ans et moins. Donc, de manière générale, il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait présentement de restrictions au niveau de l'âge à qui on peut offrir ce type de vaccin. Excellent. Parfait. Merci beaucoup. Les jeunes, peut-être c'est pas 64, mais c'est 16 que la personne a vu quelque part. Parce qu'en bas de 16 ans, les jeunes en bas de 16 ans, on n'a pas de données. C'est peut-être à ça que la personne fait référence. Donc, il n'y a pas de manière générale un groupe d'âge à proscrire, mais on peut manquer peut-être d'informations sur certains groupes d'âge au niveau du vaccin. Oui, bien, en fait, le docteur Machouk vous a expliqué tout à l'heure le classement là, pour prioriser quel type de personnes on va vacciner ou pas. Et un des éléments aussi, c'est est-ce qu'on a des données sur ces groupes-là? Donc, le groupe chez qui on a le moins de données, au Québec, on a choisi de séparer ça en 12 grands groupes, mais chacun de ces grands groupes-là représente des enjeux aussi, puis sont sous-stratifiés. Mais le dernier groupe, c'est celui chez lequel on a le moins de données. On n'a pas de données, même, je vous dirais actuellement, ce sont donc les femmes enceintes. Fait que c'est le dernier groupe chez qui on va procéder à la vaccination, puis on espère
au moment où on sera rendu à vacciner les femmes enceintes, bien qu'on aura eu le temps de cumuler certaines données. Donc, on est encore en train de collecter de l'information. Il y a des zones grises encore sur l'efficacité par rapport au groupe d'âge et on est encore en train de collecter tout ça. Une question pour Mme Mashouf, une question de Guylaine, tout simplement. Que pensez-vous des délais entre la première dose et la deuxième dose qui devrait être de 3 semaines, mais sera probablement plus de 2 à 3 mois? Guylaine, je dirais que l'inquiétude a lieu, l'inquiétude est normale par rapport à ce délai-là qui était inattendu, que dans le fond, on n'était pas supposé avoir ce délai-là. Le gouvernement ne l'avait pas prévu ainsi, mais c'est à cause de la rupture de stock de Pfizer qu'ils ont dû retarder la deuxième dose de vaccination. Alors, l'inquiétude, en fait, bien que l'inquiétude soit normale, mais moi, je pense que le gouvernement a pris la bonne décision parce que vu l'intensité de la transmission, vu l'incidence élevée de l'infection à la COVID dans la population et tout ça, le fait de vacciner un plus grand nombre de personnes, quitte à ce qu'on les rende à moitié protégés, mais rapidement, je pense que c'était un bon pari. Et heureusement, maintenant, on va recevoir les doses et on va pouvoir vacciner pour la deuxième dose toutes les personnes qui ont été vaccinées avec leur première dose. Et avec ce que le gouvernement a annoncé hier, la vaccination va recommencer auprès de la population en général à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi. Et les gens, quand ils vont prendre leur première dose, vont déjà avoir un rendez-vous pour la deuxième dose. Donc, les doses massives qu'on va recevoir maintenant vont pallier ce problème de retard des 2 doses. À partir de maintenant, ils vont essayer de respecter le calendrier. Donc, on n'aura plus de délai pour le deuxième. Automatiquement, le rendez-vous va se prendre avec la première et ainsi de suite. Alors, on n'aura plus de délai rallongé possible entre les 2 doses pour le vaccin. Si on reçoit les vaccins, il les donne. Et le gouvernement, ici au Québec, là, le système de la campagne de vaccination était quand même assez bien organisé pour pouvoir vacciner toutes les doses qu'il recevait. Excellent. Une question, je rebondis tout de suite avec Mme Monet, une assez longue question. Alors, on parle de plus en plus de l'importance, de l'efficacité du vaccin en ce moment, mais le vaccin est un sujet qui semble apparaître dans l'actualité uniquement lorsqu'il y a un enjeu de santé publique. Et la question, c'est historiquement, est-ce qu'on a eu tendance à négliger les campagnes d'information sur le vaccin en prenant pour acquis que la population l'avait adopté? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a eu tendance à faire? C'est une excellente question et l'historienne va répondre oui, absolument. On a eu tendance à négliger la vaccination, à promouvoir la vaccination, à éduquer sur la vaccination en dehors de ce que je vais dire des périodes de crise, comme on voit en ce moment où là, on se réveille, il faut tout de suite rappeler à quel point la vaccination, c'est important. Pour avoir beaucoup travaillé là-dessus, en travaillant sur l'histoire de la rougeole au Québec en particulier, ce qui m'a frappé, c'est que, et là je reviens avec ce avec quoi j'ai commencé ma présentation, cette idée que les vaccins sont devenus victimes de leur succès, qu'on n'a plus besoin vraiment d'éduquer sur leurs valeurs, parce qu'on est tous convaincus qu'ils sont de valeur. En fait, à partir des années 1960-1970, après les grandes campagnes de vaccination contre la polio et ses grands succès, le gouvernement québécois et d'autres, je parle du gouvernement québécois parce que c'est l'étude que j'ai faite, va commencer à mettre beaucoup moins d'argent, non seulement dans l'approvisionnement en vaccins, et il va y avoir des pénuries récurrentes, mais dans l'éducation de la population, mais aussi de l'éducation des professionnels de santé. Et dans les années 80-90, on va se rendre compte que, beaucoup d'enfants sont finalement pas si bien vaccinés ou insuffisamment vaccinés parce que les médecins en cabinet n'ont pas pensé que tel vaccin ou tel autre était si important, parce que les parents, on les a pas éduqués sur l'importance de vacciner pour éviter telle ou telle maladie. Donc oui, ça a été un problème assez important. Je pense que ça le reste, malheureusement. C'est-à-dire, je crois que j'espère que le gouvernement va essayer de rectifier ça. Cette idée qu'on doit éduquer dans l'urgence, c'est pas une bonne chose. En fait, il faudrait pouvoir éduquer de façon soutenue sur le long terme, etc. Et donc, moi, personnellement, j'ose
j'ose espérer qu'on va rééduquer correctement à la vaccination, à sa valeur, au lendemain de la crise qu'on est en train de vivre. Je me permettrai juste une petite remarque sur AstraZeneca dont on parlait il y a quelques minutes. En fait, la polémique est partie de l'Allemagne. L'Allemagne a décidé de ne pas vacciner les 65 ans et plus avec AstraZeneca, insistant sur le fait qu'il n'y avait pas de données suffisamment probantes sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca. Résultat des courses, en Europe, dans plusieurs pays européens, il y a des gens qui maintenant refusent le vaccin AstraZeneca et veulent absolument être vaccinés avec le vaccin Pfizer parce qu'ils ont entendu parler de ces études. Et là, on renvoie à la question de l'efficacité, des perceptions d'efficacité et d'une hésitation vaccinale finalement qui est très intéressante, où on veut un vaccin, mais pas l'autre. Donc, on est en train de sélectionner à la carte, là, vraiment. Exact. On choisit notre vaccin selon ce qu'on lit, ce qu'on a compris. Alors, c'est un autre enjeu parce que l'approvisionnement, on ne choisit pas, ça vient d'où, en fait, nécessairement. Absolument, c'est un autre enjeu et c'est un enjeu de la compagnie ici fondamental à différents égards, oui. C'est vraiment intéressant. Je vais y aller avec une question pour Mme Rouleau, une question de Marie Maroun. Est-ce que vous avez des recommandations en lien avec la vaccination à donner aux personnes greffées, donc aux personnes qui ont été diagnostiquées d'un cancer ou de maladies inflammatoires ou auto-immunes? Très bonne question. C'est une très, très bonne question aussi. C'est malheureusement une partie de la population chez qui on a peu de données. Par contre, tout est une question de bienfait puis de risque. Hein. Évidemment, si ces gens-là sont souvent immunosupprimés ou vont prendre des médicaments qui vont diminuer l'efficacité de leur système immunitaire, et vous comprenez que quand on fait une étude clinique, bien, on ne veut pas mettre des gens qui vont peut-être moins bien répondre à notre vaccin dans l'étude parce qu'on veut avoir les plus beaux résultats possibles. Là, la nature humaine étant ce qu'elle est et notre système aussi, là, capitaliste. Donc, on a peu de données sur ces gens-là parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études encore là, de publier cet effet-là. Par contre, est-ce que ces gens-là devraient être vaccinés? Personnellement, je pense que oui, et probablement de façon prioritaire. Puis c'est un petit peu ce que le gouvernement nous transmet aussi, là, que les gens qui ont des maladies chroniques qui sont plus fragiles devraient l'être parce qu'évidemment, ces gens-là sont plus à risque d'être affectés par une maladie beaucoup plus sévère. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point ils vont bien répondre ou pas au vaccin. Est-ce qu'ils vont développer une immunité de façon aussi importante ou si l'immunité sera plus faible, tout dépendant de l'atteinte qu'ils ont et des médicaments ou de l'immunosuppression qu'ils ont, bien évidemment, cette réponse-là va varier. Mais à mon avis, ce sont des groupes de personnes qui devraient être favorisés dans le contexte de la vaccination, comme nos personnes âgées l'ont été, en lien avec la mortalité importante qu'elles ont subie et la morbidité qui risque d'affecter ces gens-là. Donc, dès qu'on est à risque, on devrait être priorisé, peu importe c'est quoi le risque, mais que si on a une condition particulière qui nous rend plus vulnérables, il faudrait se faire vacciner en priorité, en fait. Tout à fait. Puis peut-être que mes collègues auront des opinions différentes. Ça pourrait être intéressant de soulever un petit débat là-dessus, mais personnellement, je pense qu'en effet, le fait de mourir, de décéder de cette maladie-là, fait en sorte qu'on devrait être considéré comme étant prioritaire. Et le fait de souffrir d'une morbidité importante, donc d'être hospitalisé, d'avoir des visites à l'urgence, font en sorte que ça devrait aussi être des groupes qui sont prioritaires. Et c'est le cas présentement au Québec. Parfait. Ben, c'est ce qui répond à la question. Question pour Mme Machouf, question de Eiffel, j'espère que je prononce bien. Est-ce qu'il y a des directives précises pour la vaccination des personnes qui ont déjà contracté la COVID? Très bonne question. Oui, ça, c'est une très bonne question. Et je dirais, la directive, c'est qu'on vaccine les personnes, même ceux qui ont déjà eu la COVID. Et la raison pour laquelle ils ont décidé de le vacciner, je ne suis pas nécessairement convaincue de ça, personnellement. Mais la raison pour laquelle ils ont décidé de les vacciner, c'est qu'ils ont dit on ne sait pas l'immunité qu'ils ont acquise après avoir vécu la maladie. On ne sait pas jusqu'à quel point cette immunité va rester, quelle sera la durée de l'immunité. Alors, le fait de les vacciner, ça va agir comme un booster pour augmenter leur système immunitaire.
Mais moi, personnellement, je pense que quand une personne a été infectée, a développé son système immunitaire, et en plus, étant donné que la personne a vécu l'ensemble du virus, pas juste les antennes du virus, donc normalement, l'immunité développée devrait être plus complexe parce que l'ensemble de notre système immunitaire a réagi à la totalité du virus. Donc, ça devrait être plus complet. Mais les directives, le gouvernement a décidé qu'on allait offrir le vaccin à toutes les personnes qui ont déjà vécu l'infection également. Par précaution. On ne prend pas de chance encore là. Exactement, par précaution. Excellent. Question pour Mme Rouleau. Quoi dire aux patients qui s'inquiètent du fait que la technologie des vaccins ARN messagers est nouvelle? C'est une très, très bonne question aussi. Et en fait, elle n'est peut-être pas si nouvelle que ça, cette technologie-là des vaccins ARN. Je m'explique. En fait, les vaccins à virus fragmentés là, de type ARN, ça fait plusieurs années, pas loin d'une décennie déjà qu'on les étudie. En fait, c'est comme une fausse nouvelle de dire qu'on vient de découvrir ça là, dans la dernière année et qu'on a commercialisé ça. D'ailleurs, si des gens font une recherche au niveau de certaines bibliothèques, vous allez constater qu'il y a même des études, des essais cliniques qui ont déjà été publiés avec des vaccins ARN, entre autres par la compagnie Moderna, je crois. Et donc, ils ont déjà même été injectés chez les humains, là, même avant qu'ils soient commercialisés contre la COVID-19 qu'on voit actuellement. Donc, ça fait déjà très longtemps qu'on étudie la technologie de l'ARN, qu'on a développé même certains vaccins de ce type-là. Et le deuxième élément aussi qu'il faut prendre en compte, c'est sûr qu'on est dans un contexte tout à fait particulier de pandémie. Et donc, le processus de recherche clinique, donc les phases 1, toutes les phases habituelles qu'on voit là, dans la commercialisation d'un médicament ont été respectées, mais ont été respectées de façon, je dirais, agile, très intelligente. C'est-à-dire qu'on a fait la phase 1 et habituellement, on attend que la phase 1 soit terminée, que tous les résultats soient collectés, on publie et par la suite, on passe à la phase 2. Dans ce cas-ci, on a fait ça comme en continuum. Donc, on n'a pas perdu de temps entre chacune des phases et si tout se déroulait bien, si les résultats préliminaires étaient intéressants, bon, on débutait tout de suite la phase 2 pour pouvoir accélérer ce processus-là. Et le troisième élément qui a favorisé aussi la réalisation de ces essais cliniques-là rapidement, c'est évidemment la prévalence de la maladie. Vous comprenez que si on voulait commercialiser un vaccin chez une maladie qui est extrêmement rare, que pour personne qui développe, bien, il faudrait vacciner beaucoup de gens puis attendre très, très, très longtemps avant que des gens développent la maladie. Et là, comme on était dans un contexte de pandémie, bien, c'était très, très, très rapide qu'on atteignait le nombre souhaité dans le projet. Donc, on pouvait terminer puis collecter l'ensemble des données et analyser l'étude. Fait que c'est les trois principaux facteurs là, qui font en sorte que dans le fond, la technologie d'ARN est connue depuis déjà un certain temps. Elle avait déjà été étudiée. Les essais cliniques ont été réalisés rapidement et la prévalence de la maladie ont fait en sorte qu'on a presque pu réaliser un petit miracle. Là. Même certains chercheurs parlent des vaccins ARN comme étant la 8e ou la 9e merveille du monde. Là, on regardera du côté historique, là, qu'est-ce qui se passe avec les merveilles, à combien on est rendu, mais comme étant vraiment quelque chose de super bien. Donc, c'est pas nouveau à ce qu'on vit en ce moment. C'est quelque chose qui existait avant. Là. Exactement. Puis il y a même déjà eu des essais cliniques, comme je vous dis, qui ont été faits chez l'humain avant qu'on l'utilise dans le contexte de la COVID-19. Excellent. Merci beaucoup pour la réponse. Une question pour Mme Massouf de Lucie Morissette qui nous demande « Après la vaccination, peut-on demeurer contagieux? » Oui. Pas parce qu'on a été vacciné. Et je pense que ce message a été très mal véhiculé. Hier, je me faisais poser la question parce qu'il y a des tranches d'âge en haut de 85 ans, les personnes peuvent commencer à se faire vacciner. Et là, la personne me disait, oui, mais moi, je vis avec avec deux personnes qui ont en haut de 85 ans, donc ces personnes-là seront vaccinées, mais moi, je ne serai pas vaccinée, mais je ne peux pas m'isoler dans la maison. Là, moi, j'essayais de comprendre pourquoi elle voulait s'isoler dans la maison et elle a fini par me dire, oui, mais parce qu'ils vont pouvoir me transmettre le virus. Non.
on ne transmet pas l'infection parce qu'on a été vacciné, mais on peut transmettre l'infection et être transmetteur si on est vacciné et on attrape quand même la COVID. Souvenez-vous, je vous ai parlé des cas du CHSLD en Outaouais. Ces personnes-là étaient vaccinées et avaient quand même contracté la COVID. Étaient vaccinées juste une dose, là, on s'entend, mais avaient quand même contracter la COVID. Et si une personne qui est vaccinée, même avec ces 2 doses, n'oubliez pas que quand Pfizer dit « moi, mon vaccin, il est efficace à 95%, ça veut dire qu'il y a quand même 5% des gens qui vont pouvoir attraper la COVID, même en ayant été vaccinés. Alors, il y a une proportion de la population qui va pouvoir être infectée quand même si elle est vaccinée avec ces 2 doses. Et ces personnes-là qui sont infectées, ils vont probablement avoir la COVID de manière très faible, une COVID affaiblie ou une COVID simple, mais elle peut transmettre le virus. C'est les personnes qui ont contracté la COVID qui peuvent transmettre le virus, même si elles sont vaccinées, si elles l'attrapent. Sinon, ce n'est pas le vaccin lui-même qui fait en sorte qu'on devient contagieux. Donc, on reste prudent, même en sortant de la clinique de vaccination, on continue à garder à appliquer les bonnes mesures, les bonnes pratiques qu'on fait en ce moment. Il ne faut pas se négliger, il ne faut pas... C'est la directive aussi que donne le gouvernement. Même si vous êtes vacciné, vous continuez les 2 mètres, le masque, les lavages et tout ça. Parce que, premièrement, il faut, pour se considérer complètement humain, il faut attendre 2 semaines après la 2e dose et on n'est pas encore rendu là. Super. Ben, merci beaucoup. Je vais prendre une dernière question qui est générique et très, très globale. Est-ce qu'on a des effets secondaires connus du ou des vaccins, parce qu'il y en a plus de 2 en ce moment qui sont autorisés. Est-ce qu'il y a des effets qui sont déjà connus ou qu'on doit surveiller ou qui peuvent être néfastes par rapport aux vaccins contre la COVID? Je pose la question à tout le monde. Je peux peut-être commencer, vous pourrez compléter. En fait, Dr Monet, je pense, a brièvement abordé un peu cet élément-là aussi un peu plus tôt. On est rendu à des millions de personnes qui ont reçu le vaccin et on n'a eu que peu ou pas d'écho, d'effets vraiment délétères. Par contre, ça reste que c'est quand même un vaccin qui est administré, puis il est administré par voie intramusculaire. Je suis désolée, j'ai un non-verbal, là, je vous montre le muscle qu'on utilise pour administrer le vaccin. Et c'est clair qu'il y a quelques effets secondaires qui sont reliés à l'administration du vaccin. Le premier, c'est une douleur, un léger inconfort au site de vaccination en tant que tel. Il peut y avoir un peu d'inflammation, aussi une douleur musculaire qui va perdurer quelques heures après la vaccination. On voit aussi des effets non spécifiques, comme par exemple un peu de céphalée, des nausées. Et ce sont des effets qu'on peut voir aussi sans médicaments. On n'est pas obligé de vacciner pour avoir mal à la tête ou pour avoir mal au cœur. Mais je vous dirais qu'en vrai, actuellement, le profil d'innocuité de la majorité des vaccins contre la COVID est vraiment excellent, si ce n'est que des effets à court terme et des effets secondaires locaux. Donc, il n'y a rien qui se compare avec les bienfaits d'arrêter la mortalité contre la COVID-19, de diminuer la morbidité, de diminuer l'absentéisme scolaire ou au travail de l'ensemble de la population mondiale. Donc, encore là, aucune raison de pas se faire vacciner. Là. C'est ce qu'on répète un peu depuis le début, puis c'est ça le message, globalement. Là. Madame Lachouf, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter, mais on ne s'inquiète pas donc des effets secondaires. Non. Non, voilà. Parfait. Ben, écoutez, c'est ce qui termine la soirée, puis on aurait pu continuer à discuter du sujet encore longtemps, je pense. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a encore beaucoup de questions qui sont pas résolues, beaucoup de zones grises, et c'est quelque chose qu'on continue à surveiller, mais on continue à appliquer les bonnes mesures qu'on fait en ce moment. Avant de terminer, peut-être un dernier tour de table pour
un mot de la fin, s'il y avait un conseil ou quelque chose que vous aimeriez partager, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder peut-être ce soir. Je commencerai peut-être avec Madame Monet. Oui, moi, il y a un message qui me tient à cœur. On a parlé de refus, d'hésitation. J'aimerais qu'on n'oublie pas ce qu'on appelle les non-vaccinations, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas vaccinés, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas. Et en écoutant François Legault hier au Stade olympique, je me suis dit qu'il y avait encore des choses à faire de ce côté-là. Et même si je suis particulièrement sensible à la complexité de l'organisation de la campagne, pour toutes les raisons qui ont déjà été évoquées, je pense qu'il ne faut jamais négliger les problèmes d'accessibilité géographique et d'accessibilité culturelle à la vaccination. Il faut s'assurer que les gens ont la bonne information, même sur les effets secondaires légers, parce que ça pourrait en paniquer certains, mais si on leur explique ce qu'ils risquent de ressentir, ils seront beaucoup moins paniqués. Leur expliquer à quoi sert le vaccin dans toutes les langues qui sont existantes à Montréal auprès des communautés. S'assurer que les personnes âgées pourront se déplacer ou qu'elles auront l'occasion de se faire vacciner dans de bonnes conditions. Je parlais avec un ergothérapeute hier qui me disait, moi, une de mes inquiétudes, c'est le transport adapté. On va envoyer des personnes qui sont peu mobiles au stade olympique en transport adapté. Le transport adapté va les laisser là pour qu'ils se fassent vacciner. Puis souvent, il faut qu'ils attendent 2 ou 3 heures pour que le transport adapté revienne. Alors, depuis hier, on a entendu François Legault nous dire que finalement, les aidants naturels, un aidant naturel pourra accompagner la personne. Donc déjà, ça, c'est un pas absolument important. Mais toutes ces questions d'accessibilité géographique et culturelle, on a tendance à les négliger. Et par extension, on a tendance à avoir des refus de la vaccination ou des hésitations dans quelque chose qui n'en est pas. Et je pense qu'il y a encore du travail à faire là, de sensibilisation, d'éducation et d'attention aux spécificités de chaque groupe qui va se faire vacciner. Merci beaucoup. Madame Rouleau? Oui, merci de nous offrir cette possibilité-là. En fait, mon commentaire va vous surprendre, là, mais la pharmacie, c'est parfois pas très loin de la philosophie. Donc, il sera un peu plus philosophique, si vous me permettez l'expression, puis je vais utiliser une expression un peu québécoise. Il ne faut pas gaspiller une crise. Hein? On dit ça souvent. Malheureusement, ça a souvent une connotation un peu plus capitaliste, mais cette fois-ci, je dirais aux gens qui assistent de ne pas gaspiller cette crise-là. Et j'espère que tous, individuellement et collectivement, on évoluera un petit peu avec cette pandémie-là. J'espère qu'on a appris des choses, qu'on va muter, nous aussi, un petit peu, hein, comme le virus, pour le mieux, j'espère, et qu'on sera plus humain, plus respectueux de tout ce qui nous entoure et de ce dont on fait partie, finalement. Je pense que cette pandémie-là nous a fait prendre conscience de ça aussi, de l'environnement, de plein de choses. Fait que j'espère qu'on va en retenir quelques bons éléments. Des mots pleins de sagesse. Merci beaucoup. En terminant, Madame Machouf. J'endosse à 100% les propos de Dr Rouleau. C'est vrai que c'est très important. Et j'ajouterais à ça la question de l'accessibilité au vaccin, non pas nécessairement seulement ici, localement, mais dans le monde. C'est que si on veut que cette pandémie prenne fin, si on veut voir le bout du tunnel de la pandémie, il faut que tout le monde ait accès à ce vaccin-là. On parle beaucoup de mondialisation, mais la mondialisation se fait pas seulement sur l'économie et les échanges commerciaux, mais se fait aussi sur le partage de la science, de la santé et des ressources que l'on développe. Donc, il sera très important de surveiller et de s'assurer et de faire des plaidoiries pour que l'accès au vaccin soit répandu partout à travers le monde. Et l'OMS va jouer un rôle très important à cet égard. Merci beaucoup. Je pense que c'est ce qui va conclure notre soirée ce soir. On a sûrement répondu à plein de questions, plein d'interrogations de gens qui étaient avec nous. On a encore beaucoup de questions à répondre. C'est quelque chose qu'on pourrait débattre, discuter encore longtemps. Avant de quitter, on va vous partager un court sondage dans la zone de clavardage. On vous remercie de prendre une minute tout simplement pour partager vos commentaires.
vos appréciations sur la conférence. Un merci spécial à nos panélistes ce soir, un panel féminin. Madame Rouleau, Madame Machouf et Madame Monet, on vous remercie beaucoup de votre temps et de votre présence avec nous. Merci à l'équipe du réseau des diplômés et des donateurs, l'équipe du groupe de couverture d'événements de l'Université de Montréal, sans qui nos événements virtuels ne seraient pas possibles. Un gros merci évidemment à tous nos participants pour avoir été des nôtres ce soir. Je vous rappelle, on était près de 411, non, c'est pas ça du tout, 140, excusez-moi, je lis à l'envers, près de 140 personnes à vous joindre à nous. On apprécie énormément votre présence en grand nombre, comme toujours, évidemment. Surveillez nos prochains événements, nos prochaines conférences organisées. Le lien sera affiché dans le clavardage. Donc, dès demain, une conférence, un rendez-vous de ciné-conférence avec le film Inception, suivi d'une discussion de nos conférenciers sur le sommeil et les rêves. Le 10 mars prochain, une conférence sur les impacts environnementaux de la pandémie. Le 25 mars, une docu-conférence sur la place des femmes dans l'architecture des villes avec le film Rêveuse de ville et évidemment notre balado en ligne dès maintenant sur notre site. Ça a changé ma vie, donc une série de rencontres entre diplômés au parcours unique qui nous racontent comment leur passage à l'Université de Montréal a été inspirant dans leur vie. Alors, c'était Sylvain Lacerte-Gagnon pour le réseau des diplômés et des donateurs qui vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous et soyez prudents. Merci beaucoup.